Bonjour. Bonjour à tous, chers amis. Donc, bienvenue à la causerie qui rassemble Valérie André et Daniel Bernard. Mes invités ont de nom que des prénoms, comme je vous l'ai dit. Et je me suis dit que ça allait faire une bonne composition. On verra ce que ça donnera sur le plan chromatique. Valérie André, née à Charleroi le 2 novembre 1969, directrice de recherche au FNRS, membre de l'Académie royale de Belgique, professeur à l'ULB, docteur en philosophie, et avant tout donc 18e et 19e, mais aussi, et c'est la raison pour laquelle nous l'invitons, grande spécialiste de la rousseur. Elle a publié 2 livres sur la rousseur, donc Réflexion sur la question rousse chez Talandier et La rousseur infamante dans l'édition Académie en poche en 2014. Daniel Bernard, vous l'avez entendu tout à l'heure, qui vient de La Rochelle et qui a écrit plusieurs livres sur la couleur bleue. Donc aujourd'hui, ça sera une rencontre conviviale autour de la couleur et autour du roux et du bleu essentiellement. Essayer d'y faire des parallèles là où on peut les faire, parce qu'on n'a pas forcément toujours, et de réfléchir sur ces 2 couleurs avec des perspectives variées, chacun étant un peu complémentaire l'un de l'autre. Je vais d'abord m'adresser à Valérie André, qui a une approche donc un petit peu plus littéraire et un peu plus donc proche des croyances populaires, la mythologie. Chacun a un petit peu sa manière d'aborder la couleur, et ici ce qui va être intéressant, c'est de voir justement comment on peut se compléter et aller prendre chez l'un et les autres des idées qui permettent de rebondir sur l'approche de l'autre aussi. Dans la plupart des langues indo-européennes, le roux est associé au rouge, dont il est la déclinaison. Tantôt on parle avec lui, tantôt il partage avec lui la même étymologie, la racine indo-européenne, redo ou rudo. Tantôt il lui est directement assimilé avec, donc, on retrouve donc des déclinaisons dans la terminologie qui désigne les personnes aux cheveux roux. Donc on a red-haired, rotarig, pelirrojo en espagnol. En italien, je crois que c'est rosso. Est-ce que vous pourriez commenter un petit peu tout ce qui est, disons, le domaine de l'étymologie et des racines indo-européennes liées au roux et au rouge? Oui, donc en réalité, la désignation du roux, qui est une couleur très particulière, hein, M. Bernard en parlait tout à l'heure, une couleur marginale, une couleur minoritaire, on va la définir par analogie aux éléments auxquels elle ressemble. Et c'est vrai que sur le plan du chromatisme, c'est évidemment au rouge qu'on pense le plus rapidement. Vous avez donné plusieurs exemples. Il est vrai que c'est assez frappant de voir que dans l'ensemble des langues indo-européennes, le terme roux est chaque fois associé à une racine qui renvoie à la couleur rouge, sauf en grec ancien, où le terme rouge se dit érythros, et où le roux n'est pas du tout associé au rouge, mais bien à un autre élément, cette fois, le feu. On en parlait tout à l'heure, des liens justement chromatiques pour entretenir, parler des flammes et leurs différentes couleurs en fonction des degrés. Et voilà, si vous regardez des flammes du feu, vous voyez qu'il y a une analogie très claire entre la couleur rousse et ces flammes. Donc, je ne sais pas à quel degré elles sont pour être rousses. Ça me pourrait peut-être répondre. 900, voilà, 900 degrés. Et donc, en grec ancien, roux se dit puros et non pas érythros. Ce qui est intéressant pour nous ici, c'est que le roux va se trouver associé à toute une série de symboles, de croyances. On a vu avec M. Bernard tout à l'heure comment le bleu va pouvoir être associé à certaines symboliques, notamment à la question du culte marial ou au bleu roi. Pour le roux, c'est rarement aussi positif. Hein, on assiste à une couleur qui est extrêmement discriminée, positivement ou négativement. Donc vous allez avoir tantôt des préjugés favorables au roux, tantôt défavorables, même si en général on retient davantage les préjugés défavorables. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ces préjugés sont chaque fois associés à la symbolique des couleurs, à la sémiotique. On a parlé beaucoup de Michel Pastoureau, là tout à l'heure, avant de commencer la conférence. C'est que la couleur se trouve investie de toute une série de symboles
mais qui sont très variables en fonction des époques et surtout des cultures. Hein? Si vous pensez, excusez-moi, je termine, si vous pensez par exemple à la différence entre la symbolique des couleurs ici en Europe, par exemple, ou en Occident, et en Asie, ça paraît très clair. Hein, la couleur du deuil, chez nous c'est le noir, si vous allez en Chine, ça sera le blanc. Donc forcément, la manière de percevoir une couleur va être infléchie par le terreau culturel dans lequel il va venir s'ancrer, c'est en tout cas le cas du rouge. Ici, ma question se limite à la définition. Donc on a parlé ici de l'étymologie, et donc M. Bernard, vous avez une autre vision qui est quand même une vision qui permet de définir le bleu, et peut-être vous avez quelques réflexions sur le rouge par rapport à la définition, je dirais, un peu chromatique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux couleurs? Dans l'étymologie, déjà, dans la couleur, on a abordé rapidement tout à l'heure quand le bleu est originaire des Indes. Hein, on en a parlé, mais les Grecs ont dit, ils disaient provient des Indes, c'est le mot indiquons en grec ancien. Et donc, quand on a ce bleu qui est magnifique, qui est à Agra, du côté du Taj Mahal, donc à ce moment-là, ce bleu, le mot bleu n'existe pas. Cette couleur, on l'appelle Nila. C'est une manière de représenter le bleu. En arabe, ça se dit Anil, et Anil en portugais. C'est le portugais qui va venir jusqu'à nous. Et l'Anil, c'est très curieux de voir que le mot Anil est utilisé en arabe pour représenter le bleu, et que, est-ce que c'est un hasard, les Égyptiens ont donné le mot Nil au fleuve bleu d'Égypte. Bon, faut pas non plus, on n'est pas dans les certitudes. Donc, mais c'est voilà, c'est le côté un petit peu romantique de la chose. C'est curieux, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a le mot Anil, c'est dans la langue en sanskrit, dans la langue indo-européenne, donc le bleu se disait Anil en... Anil, ça veut dire quoi? Anil, ça veut dire bleu. Ça représentait la couleur bleue, c'est-à-dire le pigment indigo. Alors, ce qui est intéressant qu'on a soulevé tout à l'heure, avant la causerie, c'est qu'on a dit que ni le ciel ni la mer ne sont bleus, ce n'est que la lumière qui fait jaillir la couleur et qui lui donne son existence. Je trouve ça intéressant parce que... Non, mais je trouve ça intéressant de... Oui. Juste, je vais pour rebondir sur le livre. Est-ce que vous imaginez que si on éteignait toutes les lumières, l'écharpe de Madame André serait donc mauve ou pourpre ou violette? Donc il y a aussi autre chose que je voulais soulever, c'est l'opposition que vous avez souvent mentionnée, bleu-vert et rouge. Qui voudrait répondre sur cette question? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez commenter cette opposition roux-rouge? Je ne crois pas que dans le cas du roux, il y ait une opposition. Il y a juste une similarité analogique entre une couleur qui se rapproche du rouge, ce qui n'est pas le cas du vert ou du bleu, même si on a vu que pour faire du vert, on ajoute du jaune. Il y a un côté négatif dans le vert par rapport au bleu. Comme dans le roux, il y a par rapport au rouge. Oui, et là justement, si on reprend justement les études de sémiologie des couleurs, de Pastoureau, justement, c'est de voir que dans ces couleurs primaires dont vous avez parlé tout à l'heure, ces couleurs, elles sont ambivalentes. Alors le rouge, on l'a vu, il est connoté, mais il peut aussi être connoté négativement. Donc il y a le mauvais rouge et le bon rouge, comme le mauvais jaune et le bon jaune. Et le roux, ce serait au fond l'association des deux mauvaises couleurs, le mauvais rouge et le mauvais jaune, donc il éviterait au fond de tous les préjugés. Mais bon, il y a là tout un développement dont on parlera sans doute. Mais est-ce qu'on peut parler de ce que j'appelle ici le gradient du roux, c'est-à-dire il y a différents roux, blanc vénitien, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire est-ce qu'il y en a qui est plus haut, par exemple? Oui, parce que en fait, justement, là, vous savez, c'est un peu mon dada en tant que prof de littérature, c'est qu'au fond, la langue, le langage,
c'est notre premier vecteur de contact avec les choses, les mots et les choses. Quand on dit les choses, on va orienter la manière dont on les perçoit. Hein, c'est très clair que justement, pour la question du chromatisme, je suis persuadée que si on fait un test ici et qu'on demande quelle est la couleur des cheveux de monsieur ou madame, on ne va pas tous avoir la même vision. Ça vous est déjà certainement arrivé de dire un tel est blond, bon, il est châtain clair. Donc c'est extrêmement subjectif. Dans le cas du roux, ce qui est particulier, puisqu'il y a le roux en tant que couleur, mais il y a aussi les roux, les personnes rousses. Et ça, c'est très particulier, justement. C'est que cette couleur, elle est marginale par rapport, si vous voulez, au développement naturel de la couleur qui fait que nous soyons brun, noir, blond. La biologie nous explique que voilà, il y a une anomalie qui s'est passée, ceci dit sans aucune connotation, hein. A priori, on n'est pas destiné à naître roux. Alors c'est pour ça que, vous parlez de 2%, on dit 2 ou 3%. Quand on dit 2%, c'est une population qui n'aurait pas d'ancêtre roux. Donc si vous n'avez aucun roux dans votre famille, vous avez quand même 2 ou 3% de chance ou de risque, selon si vous êtes favorable ou pas, hein, d'avoir un enfant roux. Et donc, ce caractère anormal, marginal, fait que le regard qui est porté sur les roux va être extrêmement discriminant, parce que tout ce qui est marginal soit attire, soit fait peur, et donc on va être ainsi dans une fascination, hein, une sorte d'ambivalence entre l'attraction et la répulsion. Alors pour revenir à votre question justement sur la désignation, c'est que la rousseur authentique sur le plan biologique, hein, je ne parle pas ici des couleurs qui sont mûres, mais des roux et des rousses, il y a des éléments qui sont objectifs dans l'analyse du sang, des chromosomes, etc., pour savoir si nous sommes face à une rousseur authentique. Vous savez que les personnes rousses ont... Nous avons un spécimen à côté de nous. Oui. Voilà. Donc voilà, vous avez une carnation particulière, même ce privilège de l'âge, ça... Vous étiez sans doute plus roux quand vous étiez jeune. J'étais plus roux. Hein, voilà. Donc c'est vrai que les roux authentiques ont une couleur d'yeux particulière, une carnation particulière, une couleur de cheveux particulière qui fait qu'ils sont extrêmement reconnaissables tout de suite. Et donc stigmatisables, en bien ou en mal. Ça vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Mais donc par rapport à la désignation, il est très clair qu'il y a toute une série de teintes qui sont proches du roux, mais sans pour autant être assimilables à ce roux authentique. Et j'avais eu l'occasion justement dans la causerie dont vous avez parlé, que nous avons fait ensemble en Suisse, de citer un mot de Mark Twain qui était roux aussi, qui est connu pour son humour décapant et qui disait, si on traduit sa phrase en français, c'est qu'à partir d'un certain degré de l'échec social, les roux deviennent au burn. Et donc, en gros, c'est qu'il y a des désignations qui sont plus valorisantes pour le roux. Quand vous dites de quelqu'un qu'il est blond vénitien ou qu'il est au burn, c'est quand même plus gratifiant que de le traiter de poil de carotte. Et donc, on voit bien que dire la rousseur, c'est imposer une vision de la personne. Et donc, ce sont des teintes qui se rapprochent du roux, mais qui ne sont pas de la rousseur authentique, en tout cas pour ce qui est des personnes et de la manière dont on les perçoit. Il y a cette évolution, cette perception des couleurs qui est intéressante, et M. Bernard, vous pourriez rebondir sur ça, en nous parlant aussi de la perception du rose. Vous l'évoquiez tout à l'heure, que le rose a été associé à un genre, et le bleu également, et ça a évolué. Vous pourriez peut-être rebondir sur cette perception à travers le temps des couleurs. Ce qui est très intéressant, c'est c'est Passereau, dont on parlait tout à l'heure, qui dit on ne peut pas parler d'une couleur sans la transposer dans un espace plus large où il y a d'autres couleurs. On ne peut pas parler d'une couleur, c'est toujours par rapport à d'autres. Ce que je voulais juste rajouter sur la notion rousse, c'est que on a le rouge au départ, et puis il y a des demi-teintes qui sont dépendantes du rouge, qui déclinent du rouge. Alors il y en a quatre. En gros, il y en a quatre. Peut-être beaucoup plus. L'orange et tout ça, dont je ne parle pas. Mais en gros, j'en ai fait quatre. C'est-à-dire, on a donc pour le roux, l'orange, on a donc le rouge avec le jaune, mais aussi on peut avoir le rouge avec le bleu,
Le rouge avec le bleu, ça donne le violet. Le rouge avec le bleu, ça donne le violet. Le violet qui a une connotation à ce moment-là, parce que bien sûr les préjugés, comme disait tout à l'heure, c'est que ça dépend des périodes, et tantôt pour les populations, tantôt c'est positif ou négatif, ça aspire. Le violet, c'était pris très rapidement par l'Église chrétienne pour représenter le deuil, la souffrance. C'est vrai que quand on se tape, on a un bleu qui vire au violet, c'est un peu cette souffrance-là. Et puis on a aussi, très curieusement, pour parler du violet, on a les papes ont demandé à Parme de cultiver la violette, également à Milan, parce que quand un pape mourait, quand une personne sainte mourait, on l'exposait pendant plus d'une semaine dans une église, et quand c'était l'été, il rentrait en putréfaction, et donc on a trouvé le moyen de mettre de la violette, d'où les expressions être en odeur de sainteté, où ça sent pas la violette. Voilà. Donc voilà la connotation qu'on a des descendants des demi-teintes du rouge. Donc on a le rose, par exemple, le rose qui lui elle va devenir une couleur avec le blanc, rouge plus blanc va donner rose, et cette connotation est très curieusement positive et je dirais masculine. Si vous allez à Pau voir l'exposition Henri IV, vous allez trouver un tableau majeur d'Henri IV représenté en armure, tout habillé de rose. Si vous tapez sur Google ce soir, en rentrant Henri IV, vous allez tomber nez à nez avec ce tableau, et ce tableau qui montre que Henri IV est rose, et tout en rose. On a également des tableaux du XIIe, XIIIe siècle représentant des chevaliers avec les bachos, des chevaliers dont on ne peut pas les taxer, ni Henri IV ni eux, de faiblesse et disons de féminité. Et donc les bachos, c'était pour les chevaliers virils pourtant. Donc on peut imaginer que, ce qu'on plaisantait tout à l'heure avec Mme André, que c'est un petit peu le rose qui met de l'eau dans son vin, je dirais, comme Henri IV a besoin de ce rouge, au lieu que ça soit puissant, guerrier, en mettant ce rose-là qui reste viril, et qui est capable du compromis, notamment pour Henri IV, puisqu'on parle de lui, pour peut-être essayer de trouver un arrangement entre les protestants et les catholiques. Et puis les chevaliers qui sont aussi à mettre de l'eau dans leur vin, qui ne vont pas représenter le rouge puissant, mais avec de l'eau dans leur vin, disons peut-être la virilité, mais beaucoup plus contenue, pour protéger la veuve et l'orphelin. Voilà comment on peut décider. Et donc, le rose est masculin, par opposition au bleu qui est féminin, qu'on a vu tout à l'heure, qui vient du bleu marial. Vous voyez, je ne sais pas si vous suivez, mais c'est pas ça. Ce n'est qu'à la fin, à la Renaissance, mais sur la toute fin de la Renaissance, qu'il y a, ce que dit Pastourou, le renversement des valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le bleu qui va devenir masculin et que le rose va trouver ce qu'on a aujourd'hui et va devenir féminin. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, les deux ne sont pas féminins? Non, vous avez la couleur genrée, là, les petits pyjamas roses pour les filles et le pyjama bleu pour les garçons. Le bleu, ça dépend. Parce qu'en France, c'est l'inverse. Oui. Maintenant, on est en train de faire un renversement des valeurs, peut-être au XXIe siècle. On n'est peut-être pas rentré, mais c'est assez possible qu'il y ait quelque chose qui se dessine, puisque à un moment donné, surtout en France, au moment de Hollande, là, il y avait quelques ministres qui prêchaient qu'on ne devait pas donner du rose pour les filles et du bleu. C'est des questions de genre. C'était la question de genre. Déterminée par notamment les jeux, pourquoi donner des petites filles tout à fait, et tout à fait. les camions. Donc ce n'est pas figé. C'est pas figé. Les deux autres couleurs que je voulais dire rapidement pour en finir, pour que je redonne la parole, c'est que dans les deux autres demi-teintes du rouge, vous avez également le marron, c'est-à-dire du rouge avec du vert. Et les peintres le savent très bien, si on change un peu
la proportion, on a un marron rouge ou un marron vert suivant les degrés. Voilà. Et donc c'est la couleur de la terre, c'est la couleur de l'humidité, et donc voilà, c'est la couleur des marrons. C'est une question de... Qui est accolée à cette couleur particulière, il y a des moments forts, et en l'occurrence, la représentation du roux en littérature, elle est toujours ambivalente, mais il y a un moment qui va, selon moi, une hypothèse, mais je pense qu'elle se justifie, c'est que, vous savez, en littérature, si vous regardez des romans jusqu'à une date assez récente, l'apparition des enfants comme personnages de romans, c'est quelque chose de très moderne. Pourquoi? Parce que la vision de la famille, de la place de l'enfant dans la société, jusqu'à, je dirais, la toute fin du 19e ou du début du 20e siècle, n'existe pas. Donc si vous rencontrez des personnages d'enfants en littérature, ce sont au fond des personnages en devenir. Alors soit ils sont là comme des figures secondaires, hein, on nous dit qu'une telle a eu autant d'enfants, il va disparaître, on le nourrisse, puis il meurt, puis c'est tout, on n'en a pas besoin. Ou alors on va décrire l'évolution d'un personnage jusqu'à l'âge adulte qui nous intéresse au moment du récit. Et donc c'est vraiment avec l'enfant Jules Vallès et d'autres auteurs comme ça à la fin du 19e siècle que l'enfant va faire son apparition dans la littérature en tant que protagoniste, c'est-à-dire personnage principal. Et parmi ces enfants célèbres des romans, eh bien, il y a le fameux petit Poil de Carotte. Hein, Poil de Carotte qui est un enfant roux, qui a donné son nom évidemment à cette désignation stigmatisante que vous avez certainement entendu dans votre enfance, hein, et qui est là aussi une expression analogique par rapport à la couleur. Et la grosse différence finalement par rapport aux autres représentations de roux qu'on a eu jusque-là en littérature, c'est que Jules Renard, comme Mark Twain, eh bien c'est un roux. C'est un roux qui va se raconter dans un récit autobiographique. Poil de Carotte, c'est lui, hein, c'est sa vie, qui est transposée évidemment avec un filtre littéraire. Mais au fond, alors, si vous voulez, le préjugé tel qu'il se trouve raconté dans le récit, c'est plus le préjugé banal standard que des auteurs vont simplement décrire sans le vivre. Pour Jules Renard, le préjugé, il est vécu. Ce qui fait que lorsque vous lisez Poil de Carotte, vous vous sentez très proche de cet enfant, vous vous sentez empathique avec lui, vous avez l'impression d'avoir envie de le protéger, etc. Et ce gamin, c'est quoi? C'est un petit gosse qui va devoir devenir rusé, malin, pour échapper à la fois au désamour de sa mère, Madame Lepic, et puis de toutes les moqueries dont il est la victime. Et c'est vraiment la création d'un type littéraire, le gamin rusé, sympa, qui doit évidemment être plus malin que les autres pour pouvoir passer à travers les colibés. Et il est très clair que la littérature jeunesse, la bande dessinée, les cartoons vont s'emparer de cette image-là. Parce qu'il y a une espèce de capital sympathique qui va s'installer. Si vous regardez les bandes dessinées très connues, hein, que ce soit Boulet Bill, que ce soit Spirou, on a parlé ensuite du personnage de Tintin, ici en Belgique on ne peut évidemment pas passer à côté. Selon certaines bandes dessinées, dans certains albums, vous verrez que la houppette de Tintin elle est blonde, mais que dans d'autres elle est plutôt rouge. Hein, et donc on va avoir ainsi énormément de roux qui vont se retrouver dans la littérature pour les enfants, dans les films aussi, hein, Fifi Brin d'Acier et autres petits personnages espiègles, qui vont récupérer les caractéristiques du roux, mais qui sont là surdéterminées de manière positive. Donc il y a une filiation. Est-ce qu'il y a des explications à cette filiation entre Poil de Carotte de Jules Renard et la présence du roux? Est-ce qu'on peut apporter d'autres hypothèses, d'autres observations qui permettent d'expliquer la filiation? Je n'ai pas le sentiment, parce que justement, il y a un pas de la fiction à la réalité. Et si les enfants roux sont bien perçus dans les BD, dans les films, etc., on sait très bien que dans les cours d'école, c'est beaucoup plus compliqué pour les enfants roux. Hein, aujourd'hui encore, il y a énormément de discrimination. Il y a eu des cas dramatiques, des enfants qui sont suicidés, des appels à castagner les enfants roux, avec des appels. Et donc, c'est très clair que le capital sympathique qu'on a presque systématiquement pour ces personnages de fiction, les vrais enfants roux n'ont pas le même traitement dans les cours d'école. Hein.
je rebondis, on change vraiment de sujet ici. La transition sera un petit peu difficile pour les uns et les autres, mais on a dit que vous aviez de toute façon deux approches assez différentes des couleurs, du bleu et du rouge. Et Daniel Bernard, vous avez une approche que moi je qualifierais de géographico-historique. Je ne sais pas si ça vous convient. Et vous nous parlez dans une de vos monographies donc, de la route de l'or bleu. Voilà. Est-ce que vous pourriez résumer un petit peu cette trajectoire du bleu, de la route de l'or bleu et des pastels, et avec le nom de la plante Isatis tinctoria? Résumez ça en quelques minutes, parce que bon, sinon ça va faire une conférence. Non, en gros, le bleu, on parle que du bleu pourtain pour l'instant, du bleu pourtain, en dehors des oxydes et des minéraux. Dans les plantes, dans les végétaux, il y a trois sortes de bleu, c'est ce qu'on a soulevé tout au long de la conférence précédente. C'est-à-dire en premier, vous avez l'indigo ferra tinctoria, qui est un arbuste à 1,50 m qu'on trouve en Inde et en Chine. Et puis vous avez le pastel qui va venir supplanter à ce moment-là le défaut de ce Isatis tinctoria qui ne va pas pouvoir venir jusqu'en Europe à cause des Vénitiens qui vont le lâcher, et ça va aller dans le Moyen-Orient. Et donc on va trouver le moyen de trouver quand même une parade avec une petite plante fourragère. C'est le pastel, c'est la guêde, comme je l'ai expliqué, la guêde en Picardie, vous voyez en Normandie, ce qui fait que quand je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais quand les Normands vont se retrouver là-bas et qu'ils vont trouver cette plante, les Occitans avec qui ils sont ne peuvent pas, je ne sais pas, je ne l'ai peut-être pas dit, ne peuvent pas parler, ne prononcent pas les mêmes mots, et ils ne peuvent pas dire guêde ou voued, alors ils disent pâte, parce que ce sont des boules de cocagne, hein, c'est-à-dire c'est le pays de cocagne, c'est ça, donc ils font des boules, et pour eux c'est pâte, pasta, pastel, avec un accent grave de l'occitan pastel. Pastel va naître de ce mot de pâte, pasta, pastel, parce que à l'origine c'était de la voued ou de la guêde. Et donc le troisième et dernier, c'est l'indigo ferra sulfoticosa qui se trouve en Amérique, qui est un cousin germain de celui des Indes et de Chine, et qui est à nouveau un arbuste beaucoup plus haut, de 1,50 m de haut, dont la charge tinctoriale des trois est dans la feuille. C'est-à-dire que tout ça, ça représente la Renaissance et la civilisation du tissu et de la couleur. Et donc c'est un moyen de se diversifier, c'est un moyen de se repérer, c'est un moyen de se montrer, et c'est très important, et Pastoureau d'ailleurs est très prolixe là-dessus, puisque c'est les écussons, tout ça, et voilà en gros comment c'est cette route de l'an bleu qui va, je vais pas refaire la conférence, qui part de Toulouse, Bordeaux, Anvers, pour rayonner après dans le bleu, pour remplacer la notion du rouge. Là, vous vous rejoignez un petit peu, Valérie André, Daniel Bernard, c'est au niveau des divisions sociales, le rôle important des couleurs dans les divisions sociales. Donc, vous écrivez que les prêtres sont de blanc vêtu, puis les guerriers de rouge et les paysans de noir. Est-ce que le rouge a également été porté comme couleur, sinon assimilé à d'autres couleurs en confrontation à travers le temps et l'espace? Alors, il y a deux questions. La première, c'est le blanc, le noir et le rouge sont les trois couleurs, comme vous l'avez dit, qui datent des Romains, qui sont repris après par la religion chrétienne, qui va être imposée à ce moment-là à la société, puisque c'est la religion qui impose la vie de tous les jours, et donc les histoires pour les enfants vont être connotées avec ces trois couleurs. C'est aussi bien dans le petit chaperon rouge, qui est rouge, et la grand-mère qui est noire, et voilà, et donc le petit pot de lait blanc. Et donc on a toujours ces trois couleurs-là, et corbeau et le renard, on a tous ces toujours. La deuxième question, donc c'est sur deuxième. La question c'était la portée des couleurs dans les divisions sociales. Alors la religion donc va garder ces trois couleurs-là. Ce que vous disiez, c'était savoir s'il y avait un glissement du rouge vers le rouge. Oui. Si on s'en réfère à ce moment-là, je ne pense que non. Je répondrai non plus facilement, quoique il n'y a jamais une vérité tout à fait définie. Mais je serais tenté de dire non, dans la mesure où le roux est un mélange de couleurs.
Et donc, on en revient à Tertullien. Et donc, ce fameux Tertullien, je crois qu'ils n'étaient pas du tout destinés à imposer, à lâcher prise. On ne pouvait pas mélanger du bleu et du jaune pour faire du vert. Je ne vois pas pourquoi on ferait pareil pour le roux. Et tout au moins cette période. Dans le corbeau et le renard, le corbeau est noir, le renard est roux et le fromage est blanc. Est-ce qu'il y a ici des valeurs qui sont véhiculées que vous retrouvez ailleurs dans la littérature? Je crois que ce qui est intéressant dans la fable du corbeau et du renard, c'est moins la couleur des personnages, le noir, blanc, roux ou rouge, ici que justement la personnalité du fameux renard, hein, puisqu'il faut savoir que dans le préjugé qui touche les roux et les rousses, depuis la plus haute antiquité, vous allez avoir une démarche qui a été systématisée par une pseudo-science qu'on appelle la physiognomonie. C'est un mot savant pour simplement désigner la science des caractères. Vous connaissez tous ça sans peut-être connaître le nom. Hein, quand on va vous dire que les gens qui ont des grands fronts sont plus intelligents, ceux qui ont les petits yeux rapprochés sont suspicieux, etc. Donc c'est au fond une façon d'essayer de comprendre l'individu par son physique. Hein. Le fait que le physique serait révélateur de notre caractère. C'est ce qu'on a aujourd'hui avec la morphopsychologie. Hein, quand vous passez un entretien d'embauche, vous faites de la graphologie, on analyse votre écriture, puis on regarde votre tronche. D'où l'expression avoir la gueule de l'emploi, hein, qui est associée à ça. Et donc, d'emblée, on va, chez ces physiognomonistes, faire établir des liens entre certains types humains et des animaux auxquels ils sont censés ressembler. Et pour les roux, les malheureux, on va les associer à des animaux. C'est l'écureuil, c'est le renard et c'est le cochon, qui sont des animaux qui n'ont pas forcément bonne presse, oui absolument, sans doute en raison de la couleur roseoyante de la peau du cochon, qui est aussi par analogie cette peau qui rougit au soleil, des roux et des rousses qui ne peuvent pas synthétiser les ultraviolets et qui donc rougissent, et qui sont donc roses quand ils ont pris le soleil ou rouges quand ils ont pris le soleil. Et donc, le renard, c'est un petit peu le mal-aimé de l'histoire, parce que c'est un personnage qui va, enfin c'est une créature qui va d'emblée susciter de la méfiance. Il ne faut pas oublier que la France, puisqu'ici on est dans un pays, on parle de la France, hein, c'est un pays essentiellement rural, et le renard est un prédateur. Hein, c'est l'animal qui contrefait la mort pour pouvoir croquer les poules, hein, qui est donc hypocrite, voilà, hein, qui arrive par la ruse. Et donc, si vous voulez, les roux vont hériter, dans un lien de circularité assez vicieux, de toutes les caractéristiques qu'on va attribuer au renard. Et la littérature, justement, elle va avoir un rôle là-dedans, puisque au Moyen-Âge, vous en avez parlé ici, hein, vous avez parlé tout à l'heure du caractère pédagogique des enluminures et de l'iconographie, c'est le cas aussi d'un certain type de récit qui utilise des animaux, les fabliaux. Hein, on met en scène des animaux qui parlent et qui sont censés représenter. Et donc, vous allez avoir un cycle qui s'appelle le roman de renard, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Hein. Au départ, le mot renard, le terme de renard, ça désigne le nom de ce personnage. Au départ, l'animal, c'est le goupil. Hein, et donc, après, on va oublier le terme de goupil pour garder le terme de renard pour désigner l'animal lui-même. Et donc, ce roman de renard, ce n'est pas une création d'un seul auteur, c'est une création collective qui va s'étendre sur plusieurs dizaines d'années. Et vous allez voir la figure de ce renard qui va évoluer dans les différentes laisses, c'est comme ça qu'on appelle ça, les épisodes, on va dire, de son histoire. Et au fur et à mesure qu'on progresse, on va le voir devenir de plus en plus diabolique. Hein, voilà notre fameux diable, qui là aussi va quand même être associé tantôt au vert, on l'a vu avec vos représentations, tantôt au rouge, rouge des flammes, rouge de l'enfer. Et donc, ce renard, il devient une sorte d'emblème, hein, de la ruse, de la félonie. Et donc, le roux, lui, va hériter de ça. Et donc, on a vraiment une association très nette entre ce personnage et les préjugés liés à la rousseur. Oui, alors, mais c'est favorable dans le corbeau et le renard, parce que c'est qui mange le fromage au final? C'est le renard. Et donc, vous voyez bien que cette rousseur, elle est ambivalente. Hein, tantôt, on va la stigmatiser. Ici, notre personnage du renard, il est plutôt beaucoup plus malin que le corbeau, qui est tellement vaniteux que, pour montrer sa belle voix, il laissera tomber son cochon. Si vous me permettez, ce que je trouve intéressant, et j'ai pensé en cours de route, c'est que le roux est un peu prédisposé au succès du fait de sa marginalité, chez les roux en tout cas,
Et chez le bleu, pour le pastel, par exemple, vous écrivez que c'est la seule source de coloration bleue pour les tissus à la Renaissance, pouvant résister à la lumière ou au lavage. Et donc je trouve ça intéressant, parce est-ce qu'on peut dire que c'est là la source du succès du bleu, et que le roux a aussi beaucoup de succès, donc je réunis ici les couleurs emblématiques du succès. Ces préjugés, tantôt ils sont positifs, tantôt ils sont négatifs, comme ça arrange un peu les gens, la société, l'Église. Non, ce que je disais, c'est que j'ai le sentiment que le vert par rapport au bleu, c'est un contrepoids. C'est un contre-pouvoir, c'est un contrepoids. Par rapport au bleu bienveillant, on a quelque chose qui va naître, une opposition, qui va devenir le vert. Et quand on est dans ce rouge puissant, c'est tellement puissant, parce qu'il faut voir que c'était le rôle du rouge pendant des siècles. C'est que c'est la couleur des couleurs. C'est la couleur de tout, c'est ce qui représente la puissance, qui représente le père, qui représente la passion de la mariée. C'est le rouge, c'est le sang, c'est la guerre, c'est quelque chose de très fort. Et donc, ce sentiment d'avoir besoin d'un contre-pouvoir, c'est ces demi-teintes que je parlais tout à l'heure, le rose qui va rester viril et qui a besoin comme de l'eau dans son vin pour pouvoir faire des compromis. L'autre, le rouge, il va donner bien, avec le vert, il va donner cette notion d'humilité par rapport à la puissance, avec le marron, qui va donner le deuil par rapport au rouge de la guerre et du flamboyant, mais aussi la souffrance, et puis le deuil, le violet, et puis voilà. Et donc on a ces contrepoids, c'est ce que le sentiment de ce contre-pouvoir, de ce besoin, parce que ces couleurs-là, c'est les hommes qui, en avançant, il n'y a pas eu de choses magiques. Il n'y a pas eu une réunion d'autorité pour prononcer des dictates. C'est quelque chose qui a été fait avec les hommes, par les hommes, quelque chose. Oui, c'est de manière sans doute inconsciente pour toute une série de choses. Et inconsciente. La question de la teinture est assez intéressante pour le rouge, justement, puisque on a parlé des préjugés qui touchent les roux authentiques, alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une culture où la rousseur se trouve hyper valorisée, en particulier pour les femmes, associé à un pouvoir de séduction qui là aussi colle aux préjugés, parce que là on parlait tout à l'heure du genre, le roux est une couleur qui va connaître un préjugé extrêmement genré. Hein, les hommes sont hypocrites, violents, bagarreurs, les femmes c'est en gros des grosses salopes, hein, c'est ce qu'on a vraiment comme préjugé, nymphomanes, lascives. Vous allez avoir même des médecins au 19e qui diront que les rousses ont en elles le gène de la prostitution. C'est donc pas hasard que quand il veut peindre la prostituée par excellence, Zola, naturaliste, va prendre Nana et va la doter d'une chevelure rousse qui est censée représenter sa prédisposition à cette prostitution. Et puis évidemment ce caractère-là qui est extrêmement négatif au 19e, la sexualité féminine étant totalement condamnée en dehors du mariage, en dehors de la procréation. Nous avons vécu quand même des changements, en tout cas dans nos civilisations, où maintenant le caractère séduisant est hyper valorisé. Et donc, si vous regardez les couleurs qui sont le plus à la mode et qui ont plus la cote chez les coiffeurs et dans les marques de teinture, vous allez trouver du roux, et on a vu d'ailleurs le film qui nous avait montré en Suisse. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, le préjugé dont sont victimes les rousses authentiques, et là, on a eu énormément de témoignages, notamment des rousses qui étaient là en Suisse quand on est allé le mois en novembre dernier. Ça ne touchera pas ce faux roux, le roux teint. Vous n'aurez jamais de remarques discriminantes à quelqu'un qui a une teinture. Pourquoi? Parce que cette rousseur, on voit qu'elle n'est pas naturelle. Hein? On le voit, et du coup, elle ne va pas générer le même type de réaction ou de fascination ou de répulsion. Et donc là, ça c'est intéressant parce qu'on se retrouve justement dans un artefact, un artifice qui modifie la perception de la couleur. C'est pas une couleur qui est naturelle, et donc là, elle va être perçue autrement. Et d'ailleurs, à propos de ces rivalités, ces oppositions, ces perceptions, ces stigmatisations, vous aviez
ici parlé tout à l'heure du bleu et du vert, on parle ici du vrai et du faux roux. L'arrivée du bleu, vous écrivez, sonne un peu comme une nouvelle mode auprès d'Henri III d'Angleterre, aux grandes dames des producteurs de rouge Garance, qui teignent jusqu'ici les robes royales, les manteaux et les houppelande de nobles de la cour. Donc, ce serait intéressant de nous expliquer ici un peu comment le bleu en arrivera-t-il à détrôner le rouge. Donc, il y a un lien quand même historique entre le bleu et le rouge que vous pourriez peut-être développer ici. Comment Oui, ça vous voulez savoir qui utilisait le bleu était destiné à quelqu'un, c'est ça? Mais vous expliquez que il y aura une nouvelle mode auprès de Henri III d'Angleterre et des Scandinaves, parce que la mode, ça va changer. La notion de la mode, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Et à la Renaissance, mais au Moyen-Âge, ça a toujours été la France qui était en tête. L'Italie est venue beaucoup plus tard. Et les modes se défaisaient à la cour du roi de France. Quand Saint-Louis, on a vu le pape, bon, ça y est, mais par contre, Saint-Louis et Philippe Auguste ont pris eux-mêmes le manteau, parce que, contrairement à la rousseur, qui est une couleur qui teint la peau, qui est à l'intérieur de la chevelure du corps, le bleu a du mal, c'est quelque chose d'évanescent, c'est quelque chose qui est extérieur au corps, c'est quelque chose qui, le bleu donc, va sauver l'âme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, ça dématérialise le corps. Le problème du bleu, c'est que ça dématérialise. Et donc, ils ont trouvé, Saint-Louis a trouvé avec Philippe Auguste, son grand-père, le fait de rematérialiser en mettant ce manteau bleu sur leurs épaules, comme le pape l'a imposé pour l'habillage. Voilà. Et donc, on rematérialisait à ce moment-là les... C'est intéressant ce que vous dites sur la dématérialisation, parce que j'ai envie de dire justement que le roux, vous disiez, il est inscrit dans la chair, il est inscrit dans les cheveux. Et c'est tellement vrai que le roux, il fait perdre son identité à ceux qui en sont les porteurs. Bien souvent, les personnes rousses sont désignées par la couleur de leurs cheveux. C'est le roux ou la rousse. C'est le cas de Susskind avec Grenouille. Exactement. Et donc, la rousseur dépersonnalise. Poil de carotte, c'est un exemple que je donne souvent. Personne ne sait comment s'appelle ce gamin. Il s'appelle François Lepic. Personne ne s'en souvient. On sait que c'est Poil de carotte. Parce que la rousseur remplace. Et Grenouille, il perd son âme. Absolument. Il ne sait plus qui il est. Il est ce que représente l'odeur des rousses sur Susskind. C'est ça. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, pur chef-d'œuvre. Absolument. Vous voyez, là justement, est-ce que tout le monde connaît le parfum ici? Pas du tout. S'il vous plaît. Le parfum, vous connaissez ce roman dont M. Bernard parle? Parce que parfum. Voilà, donc en fait, ça vaut la peine peut-être de préciser, parce que sinon les gens ne vont pas comprendre. Il a eu le génie de mettre en scène un tueur en série, en gros. Alors, le film est très mauvais, donc on ne peut pas le voir. Il faut le lire. Oui, c'est très mauvais. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, qui est un peu monstrueux, est roux. Et dès sa naissance, on va le rejeter, à la fois par sa rousseur, mais aussi parce qu'il a une particularité tout à fait singulière, c'est qu'il n'a pas d'odeur. Susskind écrit, il n'a pas l'odeur qu'ont normalement les nouveau-nés. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Susskind prend de la distance par rapport à un des avatars les plus courants du préjugé, qui est les roux, ça pue. Ça, c'est un truc qu'on entend tout le temps. Et là, lui, il dit, ah ben non, mon bonhomme, on le rejette parce qu'il n'a pas d'odeur. Et donc, personne n'en veut parce qu'il ne sent rien. Et donc, ce qu'il va faire dans sa quête identitaire... C'est pas d'odeur, pas d'odorat, c'est pas d'odorat, il a d'odorat. Ah oui, c'est un nez. C'est un nez, hein, il a d'odorat, il n'a pas d'odeur. Il ne sent rien. Voilà. Et donc, ce qu'il va faire, c'est essayer de capter l'odeur par excellence, le parfum qui donne son nom au roman. Comment est-ce qu'il va faire? Eh bien, en assassinant des jeunes femmes rousses dont il va tirer la quintessence à travers leurs cheveux pour créer le parfum d'amour, le parfum universel. Et donc, on a l'impression, au fond, que Susskind se distancie du préjugé, mais quand vous refermez le livre, vous êtes tout de même dans le préjugé, parce que vous terminez en vous disant, les rousses, elles ont une odeur particulière. Hein, et donc, on revient dans le préjugé tout en étant plus... On revient à cette question du roux et de la couleur par excellence ici. Il faut faire état aussi un petit peu quand même de la trahison, l'association que vous faites
entre le roux et la trahison, le mauvais jaune, le mauvais rouge, la symbolique qui a été développée à travers la culture autour de la fausseté et de la trahison. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu? Mais oui, parce que en fait, la question, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis l'Antiquité, on va associer les roux et les rousses à des animaux. Parmi eux, le fameux renard, dont on a vu qu'il était hypocrite en faisant son endettement pour pouvoir manger ses poules. Et puis, toujours dans la même préoccupation pédagogique et didactique dont M. parlait tout à l'heure, on va essayer d'éduquer les fidèles à une époque où l'imprimerie n'existe pas, donc le livre n'existe pas. Vous avez des manuscrits, bien sûr, mais qui sont destinés à une élite. Et donc, pour permettre à un public qui est d'abord totalement illettré, et puis pas de circulation d'imprimés, pour lui faire connaître l'histoire sainte, la représentation picturale va avoir un rôle extrêmement pédagogique. C'est comme ça que vous allez avoir d'innombrables vies de saints, vies de Jésus, présenter Judas. Alors je vous dis tout de suite que vous trouverez des Judas qui sont pas roux, mais c'est vrai qu'il y a des périodes de l'histoire où il y a une tendance à la roussification de Judas. Et si vous allez chercher dans les évangiles, et même dans les évangiles apocryphes, nulle part vous ne trouverez de mention de la couleur des cheveux de Judas. C'est vraiment une invention, une représentation picturale qui a été faite comme ça. Mais vous allez aussi trouver des Christ roux, et parfois sur le même tableau. Pourquoi? Parce que la rousseur marginalise, et donc, tantôt, je vous l'ai dit, on est dans une vision extrêmement ambivalente, c'est la couleur du bon par excellence, Jésus, ou du mauvais par excellence, Judas. Et dès lors, vient l'expression roux comme Judas, qui est totalement passée de mode aujourd'hui, est très très fréquente sous la plume des auteurs, pas simplement en français, attention, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Shakespeare, que vous trouvez chez Balzac, et si vous prenez les Larousse, les dictionnaires Larousse, vous savez que, je parle du grand dictionnaire, pas du petit Larousse, c'était assez courant qu'on ait des phrases de la littérature pour donner un exemple, pour permettre aux gens de comprendre une définition. Eh bien, si vous prenez le terme roux, vous allez voir chaque fois l'expression roux comme Judas qui va ressortir. Et donc là, oui, très clairement, on est dans un faisceau de preuves à charge qui va venir charger les roux encore plus, en disant, bah oui, la preuve, c'est que Judas est roux. Alors là, en fait, là aussi, on est dans un mouvement extrêmement circulaire, parce que Judas devient roux parce que les roux ont mauvaise presse, et les roux auront encore plus mauvaise presse après, parce qu'il y a eu Judas. Et donc, on est vraiment dans un mouvement extrêmement circulaire, dont il est très difficile de sortir. Et on a dit que... C'est un besoin d'altérité, ce besoin. La société qui... C'est les hommes qui ont fabriqué ça. Et on a dit que Patrick Süskind en est un petit peu sorti avec le personnage de Jean-Baptiste Grenouille, mais M. Bernard, vous nous dites aussi qu'à l'époque de Versailles, où le roi règne en monarque absolu, tout le monde garde en mémoire les procès en sorcellerie et les accusations de meurtre prononcées à l'encontre de la veuve Monvoin. Monvoin, explique ça. La voisin. La voisin. Alors, j'avais... C'est d'Italie que venaient les poisons, ils venaient d'Italie. Mais on avait un poison en France, on a parlé tout à l'heure, les oxydes de verre de cuivre. Le verre de cuivre, l'oxyde de cuivre qui était courant parce que mais c'était un poison violent. Mais dans la... il y a une dame qui a failli s'évanouir hier à Melun, quand je disais que le cuivre a été vulgarisé, c'est-à-dire qu'il y avait de Dinan en Belgique, il y avait le métier des dinandiers qui repoussaient le cuivre. Là, c'était qui n'existe plus maintenant. De Dinan en Belgique. Et donc, ces dinandiers qui parcouraient l'Europe fabriquaient à la demande des ustensiles de cuisine que l'on trouve quelques siècles après dans les vieilles familles. Ce sont des chaudrons de cuivre et tout qui font du verre de gris. Mais quand la ménagère faisait des haricots verts, eh bien, ils avaient des barres de cuivre qu'ils faisaient oxyder, et pour rendre plus vert le haricot vert qui devenait marron, eh bien, on trempait de l'oxyde de cuivre la barre dedans pour rendre le haricot vert beaucoup plus vert. On a ça dans des livres, dans des archives. Mais on a encore plus fort chez les hommes, pour rendre, parce que le vin, on parlait du mordansage
pour le pigment. On mettait de l'urine à l'époque. Mais on prenait de l'urine humaine, on prenait surtout de l'urine masculine, parce qu'elle était plus forte. Parce que les hommes buvaient à ce moment-là du vin, personne ne buvait d'eau. Les femmes et les enfants buvaient du lait, les femmes un peu de vin, mais surtout les hommes. C'était une nourriture. On était avant Pasteur et ils buvaient en moyenne 8 litres par jour. Et 8 litres. Donc, ils pressaient, ils pressaient le vin, le raisin, ils pressaient très, très fort. Et il était dur. C'est un vin dur. C'est un vin, parce que l'acidité, il y a deux sortes d'acidité. Il y a le volatile, c'est l'amertume. Puis l'acidité volatile, qui part quand on aère le vin, mais il y a l'acidité fixe dedans. Et donc cette acidité fixe, c'est imbuvable. Et pour le rendre buvable, ils mettaient des barres de cuivre dans la barrique, ils enlevaient la bombe, et ils mettaient une petite barre de cuivre oxydée, et ça adoucissait, forcément, ça adoucissait le vin. Voilà, ça adoucissait la bête aussi, forcément. Et donc voilà les éléments qu'on a sur cette période de ce Moyen-Âge. Et donc les poisons venaient d'Italie. Et ces poisons c'était les alchimistes, les pharmaciens qui vendaient ça. Mais Lavoisin devait connaître les oxydes parce qu'on pouvait empoisonner quelqu'un sans être... même on peut continuer aujourd'hui. J'avais une dernière question qui permettrait peut-être de faire un parallèle entre le cours et le roux, en tout cas, et la couleur verte. Vous expliquez que le vert devient la couleur des gens évoluant en marge de la société. Oui. Les bannis, les bourreaux, les condamnés. Oui. Vous tirez vos exemples de quel endroit? Et ça figure dans la littérature? Par exemple, on parlait de l'Italie, vous savez, à Bergame et à Milan. Dans les archives de Bergame, j'ai trouvé des notions, c'est en 13e, 14e, 15e siècle. On a des usuriers qui prêtaient de l'argent à des taux, voilà. Ils étaient les bannis, ceux qui étaient vraiment... on les promenait en ville avec le cornuto verde, le chapeau vert, le chapeau de Thierry Lafronde, le chapeau, vous voyez, le cornuto verde, ça vous parle, ça. Il y avait donc, oui, il y avait d'autres exemples, je ne me souviens plus. Et Madame André, peut-être, associée au roux, comme exemple d'éléments marginaux de la société. Est-ce que vous avez des personnages autres que ceux dont vous avez parlé, peut-être? Les bannis, les bourreaux, oui, dans les représentations, certainement. On a parlé des prostituées tout à l'heure. Là aussi, on a parlé de Judas dans l'iconographie traditionnelle et la vision, la légende. On représente souvent Marie-Madeleine avec les cheveux roux. Mais là aussi, c'est une représentation purement fantasmée, puisque déjà le personnage de Marie-Madeleine tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est une association de 3 personnages de la Bible, elle n'apparaît pas comme telle dans les évangiles. Et là aussi, vous savez tout de ces longs cheveux avec lesquels elle éponge les oui, mais dans les films, on ne la voit jamais rose. Dans les films, peut-être pas, mais en tout cas, dans les peintures, monsieur, il y en a énormément. Alors, elles ne sont pas toutes rousses, contrairement justement à ce qu'on peut trouver, je sais pas ce que je disais avec les traîtres, etc. Mais l'imagerie collective va associer Marie-Madeleine à la rousseur. Et là aussi, vous voyez le lien avec la fameuse sexualité dont je vous parlais, parce que Marie-Madeleine, c'est qui, au fond? C'est la prostituée repentie. Oui. Et vous retrouvez de nouveau le lien entre prostitution et rousseur. Donc, c'est très clair que la prostituée va souvent être associée à cette couleur rousse. On l'a vu dans les exemples que M. Bernard nous a montrés tout à l'heure, notamment avec les danseuses du Moulin Rouge, les modèles de Toulouse-Lautrec ou les personnages d'Egon Schiele. Là aussi, on va avoir dans la représentation picturale une fascination pour une certaine rousseur qui va là aussi évoluer en fonction des époques. Et les bavères. Comment? Et les bavères, oui. Et donc, on va avoir d'un côté les prostituées, encore un mythe qui est associé à la représentation, c'est la sorcière rousse.
Hein, alors on imagine Rousse, et là aussi, quand vous faites une analyse des traités des inquisiteurs, ça c'est assez fascinant, parce que là aussi tout le monde se dit oui, les sorcières sont rousses, elles ont été brûlées, etc. Sauf que on a conservé les manuels de l'Inquisition, et là je peux vous dire qu'on a vraiment tous les détails pour reconnaître une vraie sorcière. Hein. C'est incroyable ce qu'on peut écrire comme connerie, mais enfin bon voilà, ça a été publié. Et l'un des plus célèbres manuels d'Inquisition, c'est le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, hein, parce que bien sûr ce sont des femmes, bien entendu. Et quand vous lisez ce Malleus Maleficarum, vous allez trouver toute une série de détails physiques qui permettent de reconnaître la sorcière au premier regard. Alors oui, on va trouver toutes les taches, hein, les taches de rousseur, les mélanomes, les verrues qui sont des marques du diable, mais nulle part il n'est fait mention de la rousseur. Alors, ce qui est probable, oui, mais ce qui est probable, c'est que les gens réagissaient de manière spontanée envers les Russes en disant ok, tu dois toi avoir couché avec le diable. C'est une association qu'on trouve fréquemment. Mais les inquisiteurs, en tout cas eux, ne l'ont pas consigné dans leur manuel. Ah, cette grenouille dont on parlait tout à l'heure chez Susskind, c'est un clin d'œil de Susskind à Victor Hugo, parce que la scène où on trouve l'enfant en grenouille au début du roman, c'est vraiment une sorte de copier-coller de la scène où on va découvrir l'enfant Quasimodo déposé sur les marches de Notre-Dame de Paris. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Cette impression sous les étals, dans les ordures. Voilà qui s'achève la causerie d'aujourd'hui. Je vous propose de garder des questions éventuelles pour la rencontre après. Vous êtes invité à vous joindre à nous pour le verre de l'amitié parce que vous êtes déjà intervenu régulièrement. Donc, voilà. Et donc, n'hésitez pas à revenir en grand nombre, amenez vos amis, partagez sur Facebook pour les futures activités de l'ASBL de la Porte Dorée, ici à rue de la Quenne 83. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Merci.